Bonjour, aujourd'hui je vous propose de suivre la fabrication d'une Tone Bender MK3, donc un des circuits de fuzz les plus connus je pense, en tout cas pour le circuit Tone Bender. Pour moi qu'on parle de fuzz tout simplement, je pense d'abord à la Fuzz Face bien entendu, et ensuite certainement à la Tone Bender, puis la Maestro FZ1A, ce genre de choses. Donc je vais vous proposer de regarder un coup le circuit, l'analyser très rapidement, voir quelles modifications on peut apporter pour le rendre peut-être un petit peu plus compatible avec les alimentations modernes, plutôt que de marcher que sur pile, et regarder un petit peu le procédé que j'utilise tout simplement pour réaliser mes pédales d'effet, en tout cas pour moi. Alors jetons un coup d'œil au circuit de la Tone Bender. Ça a grosso modo cette tête-là, et en soi il n'y a pas beaucoup de subtilité à un circuit pareil. Je dégage le bazar qui est sur mon bureau. En gros, trois potentiomètres, un fuzz, treble basse, donc un potard de tonalité tout simplement, et un potard de volume ici. Comment ce bazar fonctionne? Exactement comme n'importe quelle pédale de fuzz avec des transistors à l'intérieur. À la petite subtilité qu'ici on a un espèce de circuit un peu bizarre. Ce circuit-là, avec Q1 et Q2, ça s'appelle un circuit Darlington. En fait, on cascade deux transistors de façon à faire comme si c'était un gros super transistor, dont le gain serait le produit des gains de chacun qu'on met dedans. Donc voilà, si j'ai Q1 avec un gain de 100 et Q2 avec un gain de 10 par exemple, ça doit me donner un espèce de super transistor avec un gain de 1000 a priori. Ou quelque chose comme ça, il y a des petites constantes, mais on s'en fout. Globalement, c'est à peu près l'idée de ce circuit. De toute façon, les transistors utilisés vont vraiment faire varier le son. J'ai là-dedans, dans ma petite boîte de transistors, beaucoup de transistors de plein de types différents. Donc tout ça c'est du germanium quasiment. J'ai beaucoup de PNP et un tout petit peu de NPN au germanium. Et globalement, tous ceux que vous voyez qui sont rouges, quand je les ai essayés sur ma plaque de prototypage, ça a donné un son plus proche de la disto et de l'overdrive que de la fuzz réellement. Donc pas tant de sustain que ça, surtout pas tant d'aigus, pas tellement de saturation dans les aigus. Donc je me demande s'ils ont pas un courant de fuite un peu élevé. En revanche, les petits transistors bleus que j'ai ici, donc les General Electric, sont vraiment pas mal. Et pour le coup, c'est ce que je vais utiliser pour cette construction. Donc grosso modo, le circuit ici, c'est un super transistor Darlington, créé à partir de deux transistors au germanium, puis le potentiomètre de fuzz, le transistor ici qui sert d'amplificateur à la fin et qui va ajouter lui aussi de la saturation, puisqu'on lui balance quand même un signal déjà saturé en plein dans la figure, puis un circuit ici de tonalité, le potard de volume, et ça sort directement de la pédale d'effet. Donc, quelques petites subtilités, encore le potentiomètre de tonalité. Alors l'arrangement est peut-être un petit peu bizarre ici, mais en gros, là, les aigus vont passer, avec le condensateur de 2 nanofarad ici. Donc tous les aigus vont passer ici vraiment amplifiés. Ici, avec le condensateur de 100 nanofarad, on va plutôt avoir les basses qui passent, qui seront légèrement atténuées par rapport aux aigus. Et en fait, on sélectionne tout simplement entre avoir plus d'aigus et avoir plus de basses dans le circuit avec le potentiomètre ici. Cette résistance-là, elle ne sert qu'à donner une indication que ces deux bidules sont connectés à la masse, et ça permet aussi d'atténuer légèrement le signal, puisque on se retrouve avec une 10K ici qui envoie le signal en partie à la masse. Donc on va perdre un petit peu de signal. Dans ma construction, je voudrais avoir un peu plus de volume, donc je vais pas mettre une 220K ici, je vais certainement mettre plutôt 100K, histoire de pouvoir l'utiliser aussi un peu en boost, donc avoir une phase qui booste à mort. Et une autre modification que je vais faire, c'est que je vais la passer en circuit à masse négative. Ce circuit-là est à masse positive. Alors, ce truc-là, pour moi, c'est un peu un non-sens électronique. Un circuit, ça a toujours une masse, je suis d'accord. Mais positive ou négative, ça veut rien dire en tant que tel. La masse, c'est 0 volts. Dans le circuit, c'est l'intérêt d'avoir un potentiel de référence, justement. Donc, c'est 0 volts partout et tout varie autour, grosso modo. Lorsqu'on parle dans les circuits de pédale d'effet de masse positive ou masse négative, on parle en fait de masse positive par rapport à l'alimentation utilisée. Donc ici on a moins 9 volts, c'est négatif, donc la masse devient positive. En fait on ferait mieux de parler d'alimentation négative ou d'alimentation positive, ça nous simplifierait quand même pas mal la vie.
Beaucoup de gens m'ont dit, de ce que j'ai vu sur Facebook, dans les différents groupes que je suis, que les circuits à masse positive dans ce style, quand on les passait en circuit à masse négative pour être alimentés avec des alimentations Boss standards, des piles 9 volts standards qu'on peut brancher directement, il y avait pas mal de problèmes d'oscillation, de bruit, de comportement un peu bizarre, la pédale sonnait moins bien, ce genre de choses. Bon, bah, de toutes les constructions que j'ai faites, ça ne s'est jamais produit jusqu'à maintenant, et même là sur ma plaque, j'ai pas de souci particulier. Effectivement, j'ai plus de bruit quand j'utilise une alimentation secteur plutôt qu'une pile. Mais là encore, je vais vous proposer une petite astuce pour réduire à fond ce bruit, puisque la pédale en elle-même est vachement silencieuse. En fait, il y a quasiment rien qui passe. La faute d'ailleurs à cette diode au germanium qui se balade dans le circuit, hein, c'est assez marrant. Cette diode-là, en fait, quand on regarde un petit peu, ici on a un truc négatif. Donc là, c'est une tension négative en fait aux bandes de cette diode. Donc ici on a moins V par exemple. Donc ici on a une tension négative. Donc elle ne laisse pas passer de courant, en principe. En revanche, quand on fait passer un signal alternatif ici, on va avoir un moment, un truc qui sera positif à cet endroit-là. Et alors elle va commencer à laisser passer du courant. Et en laissant passer du courant, elle va venir charger la capa ici. Et cette capa de 220 nanos, elle va en fait polariser le transistor qu'on a ici, plus ou moins. Donc lorsqu'on a du signal qui passe, qui est amplifié, la diode laisse passer d'un seul coup du courant qui va nous permettre de polariser correctement ce transistor. Et lui va du coup laisser passer pas mal de signal. C'est une diode au germanium parce que le transistor est au germanium, mais si on utilisait un transistor au silicium, on pourrait mettre une diode au silicium. On devrait même d'ailleurs mettre une diode au silicium. C'est pas spécifiquement pour de la stabilité en température, des trucs comme ça. De ce que je vois dans ce circuit, c'est vraiment fait pour n'alimenter ce transistor que lorsqu'il en a besoin en fait, que lorsqu'on a du signal à amplifier. Et dans ce sens-là, ça fait un petit peu noise gate en fait. C'est-à-dire que le transistor est silencieux jusqu'à ce qu'on laisse passer du courant dans la diode, donc jusqu'à ce qu'on en fait on joue avec notre guitare dans ce circuit. Autre chose aussi, à cause des résistances d'entrée et du système de transistor qu'on a ici, on a une faible impédance d'entrée, ce qui est pas idéal pour une guitare, et si on lui met un buffer juste avant, le circuit va être hyper saturé en aigu, il aura pas du tout le même son, enfin, ça va beaucoup changer le son. C'est le problème lorsque les circuits ont une faible impédance d'entrée, comme la guitare a une forte impédance de sortie, et qu'on aimerait généralement l'inverse, faible dans fort plutôt que fort dans faible, on va avoir beaucoup de dépendance entre les deux. Donc ça va être très dépendant de la guitare, ça va être très dépendant du circuit, des câbles qu'on utilise. Alors peut-être pas en termes de qualité, hein, mais plus on utilise des câbles longs, plus ça va dégrader le signal, ce genre de choses. Donc c'est un circuit qui va fonctionner, mais qui sera très dépendant de là où on le place aussi dans la chaîne d'effets. Si on le met après une pédale qui possède un buffer, genre les pédales d'Ibanez ou les pédales de Boss, le son va intégralement changer. Et pas forcément pour le meilleur, malheureusement. Je parlais tout à l'heure de bruit dans l'alimentation. Il y a un petit circuit qu'on va rajouter en fait. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ça à la place d'avoir moins 9 volts, je vais avoir 0 volts. Et toutes les masses qui sont ici, je vais mettre 9 volts. Donc en fait, je décale juste de 9 volts l'intégralité. Ici, je rajoute 9 volts. Ici, je rajoute 9 volts. Alors, je le fais pas à cet endroit-là parce que ici, on a effectivement des choses qui doivent être connectées à la masse. Ça, c'est toujours 0 volts, parce qu'on a le potentiomètre de volume. On ne veut pas balancer d'un seul coup 9 volts dans la pédale d'après. C'est pas spécialement prévu pour. Idem ici, si je mets 9 volts, ben, on aura du courant qui peut passer, une tension ici qui sera non nulle en continu. Donc ça, c'est pas ce que je veux. Autrement dit, j'isole tout ce que j'ai entre la capa d'entrée et les deux capas de sortie ici, et je décale tout ça de 9 volts, de façon à avoir une alimentation plus 9 volts et plus une alimentation moins 9 volts. Testé sur pile, ça fonctionne sans aucun souci, même sur une plaque de prototypage qui d'habitude est pas mal bruyante puisque c'est pas de la super bonne qualité. Pas de bruit du tout, aucun souci. Mais testé avec une alimentation secteur, j'ai effectivement du bruit qui apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier un petit peu de tension. Ici, je vais pas mettre 9 volts, je vais mettre 8 volts. Et à la place de connecter ça directement à mon alim 9 volts, ce que je vais faire, c'est un tout petit montage où en gros, là j'ai mon 9 volts alimentation. Donc ça, c'est mon connecteur d'alimentation. Alors d'ailleurs, vu que c'est un centre, faisons les choses bien, vu que c'est un connecteur à centre négatif, en fait on a ça, hein, c'est la borne extérieure, ça apporte le plus 9 volts.
la borne intérieure, c'est la masse. Donc ça, c'est l'entrée pour l'alimentation secteur, pour mon alignement. Donc le centre ici va être négatif, et ici, c'est l'extérieur, du coup, qui est positif. Voilà. Donc c'est pas hyper compréhensible, mais bon, on s'y retrouve, quoi. Bon, bref, ici j'ai mon 9 volts. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici en série un transistor NPN au silicium. Donc en l'occurrence, vu que j'en ai plein, un 2N3904. Une petite résistance de 100 ohms. Et ici une capa de 220 microfarads. Donc c'est des valeurs que j'ai testées sur ma plaque. On pourrait faire une résistance un peu plus faible ici, une capa plus forte, ou l'inverse. De toute façon, plus la résistance est faible ici, plus il nous faudra une capa forte à cet endroit-là. Et plus cette résistance est faible, justement, moins on va perdre de tension en fait dans le transistor. Donc ici on a 9 volts. Ici on va avoir à peu près 8 volts en sortie. L'intérêt de ce circuit-là, c'est qu'en fait, le transistor fait comme si la capa qui se trouve en dessous était multipliée par son gain. Donc en fait, mon transistor qui a ici un gain de peut-être 100 va multiplier la valeur de la capa par 100. Donc au lieu d'avoir une capa de 220 microfarads, pour tout le reste du circuit, on aura une capa de, du coup, peut-être 2200, non, 22 000 microfarads, donc 22 millifarads, ce qui est énorme. Et l'intérêt de faire ça, c'est qu'avec la résistance de 100 R, en fait, c'est comme si on avait un filtre avec ici une résistance de 100 R et ici 22 millifarads. Donc en fait, c'est comme si on avait un circuit qui complètement filtre tous les parasites et dégage absolument tout le bruit qu'on peut avoir. Et là encore, ça fonctionne plutôt bien en fait. J'ai pas de soucis. J'ai plus de soucis de bruit alors que j'en avais à cause du secteur. Là c'est bon, mon alimentation elle est parfaitement, alors pas régulée, c'est pas un régulateur, mais elle est parfaitement filtrée. Et je suis assez content que ça fonctionne. Ce circuit là, on peut le retrouver notamment dans la Boss BD2, dont j'ai fait une analyse sur le site web, vous pourrez aller voir. Donc voilà, je vous propose de passer à la construction de l'effet. Alors pour construire les effets, on allume son fer à souder. Bon, mon éponge est encore mouillée, donc ça ira. J'ai ce genre de petite plaque en fait avec tout simplement des bandes derrière. Donc bon, ici un petit raté, mais j'ai juste des bandes de cuivre comme ça que je vais venir couper lorsque j'ai besoin de faire des séparations entre les pistes. Et de ce côté-là, je vais placer tous mes composants. Donc ça prend un petit peu de temps. Je vais avoir besoin de ma perceuse, puisque je préfère faire mes coupes à la perceuse. On peut aussi les faire au cutter. En fait, l'idée à la perceuse, c'est juste de venir placer le forêt sur un trou et ensuite j'aurai juste à tourner avec la perceuse pour venir retirer le bout de piste. Je veux pas percer intégralement la plaque, surtout pas, mais je veux avoir une découpe propre à cet endroit-là. Donc ma façon de faire pour réaliser ces circuits, c'est d'abord de gérer tout ce qui est l'alimentation dans les pistes du haut, d'abord, et ensuite de s'occuper en suivant en fait depuis l'entrée jusqu'à la sortie l'intégralité du circuit. Donc quand je réfléchis un petit peu à comment je vais le mettre en boîte aussi, c'est assez important. Typiquement, je vais l'avoir certainement dans ce sens-là, en coupant à un endroit où j'aurai plus besoin de, où j'en aurai plus besoin tout simplement. Et je vais certainement avoir ici plus et moins mes deux câbles pour l'alimentation. Je vais avoir une entrée et une sortie qui doivent être proches parce que mon 3PDT, mon foot switch pour enclencher l'effet va se trouver vers le bas alors que l'alimentation se trouve vers le haut. Donc il faut que je prévoie un petit peu niveau placement. Donc dans l'idée, il faut que j'ai un truc qui fasse une boucle et pas un truc qui aille tout droit. C'est comme ça en tout cas que je préfère réaliser ces pistes. Ça arrive lorsqu'on le met en boîte d'avoir d'énormes soucis d'oscillation parce que les pistes se recoupent et il y a des fils qui passent à côté. Et vu que c'est des montages qui ont beaucoup de gains, et bien tout de suite on se trouve avec beaucoup d'oscillation. Donc première étape, l'alimentation, je vais la commencer par là. Donc pour le circuit d'alimentation, quelque chose que je fais toujours, déjà une protection de polarité, donc une diode 1N4001, placée entre ce qui va me servir de masse et ce qui va me servir de plus. Hop, comme ça je suis sûr que je ne peux pas court-circuiter la pédale avec une fausse manip. Ouais, je fais vraiment composant par composant généralement. Ensuite, on va avoir besoin de filtrer un petit peu, donc
et d'avoir un certain réservoir de tension. Donc là, je vais utiliser une capa de 47 microfarads, ici, entre mon plus et mon moins, de façon à avoir un petit peu un petit réservoir de courant, en fait, hein, tout simplement. Et je vais en parallèle venir placer une capa de 100 nanofarads. Donc je commence à plus en avoir beaucoup, il va falloir que j'en rachète d'ailleurs. Vous me direz, quel intérêt de placer une toute petite capa de 100 nano alors qu'on a déjà une capa de 47 microfarads placée à côté? En fait, les capas, elles sont pas efficaces sur toutes les bandes de fréquences, malheureusement. Au bout d'un moment, elles fonctionnent un petit peu moins bien. Et le fait d'avoir une capa ici, de type électrolytique, à côté d'une capa de type film ici, ça va nous permettre d'avoir un léger meilleur filtrage, en tout cas tout ce qui va être radio et compagnie. Donc on a un petit peu moins de parasites quand même. Je préfère faire toujours ça. Dès que j'ai une capa électro, je place en parallèle une petite capa film dans mes alimentations. C'est beaucoup plus pratique, je trouve. Donc à partir de là, je vais venir placer mon transistor, faire mon circuit de multiplication de capacité ici, et tout simplement ça devrait fonctionner sans trop de soucis. Donc pour repérer le transistor, ici j'ai émetteur, puis base, puis collecteur. Donc dans mon circuit, là, je vais avoir l'émetteur va donner en fait le reste du 9 volts, le collecteur va prendre le plus 9 volts ici, et la base je vais faire mon circuit de décharge de capacité, enfin mon filtre RC. Donc je vais juste avoir un cut à faire entre les deux pattes de mon transistor. Voilà, je vais essayer de vous montrer, donc je vais zoomer, mais je sais que ma caméra a un peu de mal des fois. Voilà. Donc là, on a un track cut qui est correct, qui est propre, qui n'a pas trop de soucis. Donc j'ai plus de continuité entre mes deux pistes ici, à cause du trou de perceuse que je viens de faire. Donc maintenant qu'on a ça, résistance de 100 ohms jusqu'à la base, et ma capa de 220 de la base à la masse. Vous allez me dire tout ça pour ça? Oui, en fait. C'est vrai, tout ça pour ça. Alors d'ailleurs, 220, j'ai peut-être plus petit qu'une 220 micro 50 volts. Qu'est-ce que j'ai? 220 micro 16 volts, c'est nickel. Parce que je compte pas l'alimenter avec du 18 volts ou quoi. Je vais rester dans des valeurs à peu près stables. Voilà, donc là mon circuit d'alimentation devrait fonctionner en principe. Là si je le teste avec une alimentation, ça devrait me sortir à peu près 8 volts extrêmement filtré. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci avec ça. Maintenant il faut faire le reste, donc tout le circuit au niveau du son, tout le circuit audio. Alors, désolé je vous ai fait bouger. Ça c'est ma plaque de prototypage. J'essaie de regarder un petit peu niveau place combien ça va prendre. En gros je me dis que si j'utilise ça, ça devrait le faire à peu près. Je vais essayer de couper quelque part par là. Voilà. Donc je pense que j'arriverai à faire tenir la tone bender sur ça. Étape supplémentaire, vu que j'ai pas envie de faire un circuit qui soit trop grand, je vais quand même vérifier qu'il rentre dans mon boîtier. J'ai un boîtier en finition Hammertone de chez Taida Electronics qui est tout joli. Ouais, pas de souci, ça va rentrer. Donc je vais d'ailleurs galérer pour les perçages, hein, ça c'est obligatoire, parce que c'est tout petit comme boîtier celui-là. Et je voudrais mettre les jacks en haut, donc c'est pas gagné. Ok, super. Donc je vais pouvoir commencer le montage. Alors, on va passer par ici, donc... Première chose à faire, on va éviter les pops au déclenchement de la pédale. Donc ici, je vais venir rajouter une capa de 1M à la masse. Et vraiment la vraie masse du circuit, pas la masse chelou du circuit d'origine. Par exemple, si je décide que mon entrée va être là, ça veut dire que je vais devoir la mettre à la verticale déjà.
J'essaie vraiment de garder le maximum de place parce que je ne prévois pas d'avance comment je vais gérer tout ça. Donc ça, typiquement, là, ce petit circuit, vu qu'il c'est bon, là, je sais qu'il va fonctionner tout seul, je fais des track cuts autour pour pouvoir utiliser l'espace qui est encore disponible. Et je vérifie qu'ils sont bien réalisés parce que des fois, on se gourre, on fait des track cuts qui sont pas beaux, et du coup, on a des soucis. Ça fonctionne pas exactement comme on voudrait, ou il y a un court-circuit à un endroit, donc bon, c'est pas terrible. Ensuite, on peut attaquer le circuit. Donc j'ai ma capa de 100 nano. D'ailleurs, j'aimerais bien garder une certaine cohérence. J'essaie de me débarrasser de toutes ces capas qui traînent là chez moi. Une chose que je vais faire aussi, c'est que je vais dédoubler mon alimentation. Parce que là, j'ai plus beaucoup de place quand on regarde par en haut. J'ai que 3 colonnes ici, utilisables, pour faire de l'alimentation. Et je vais avoir besoin de beaucoup plus de points que ça. Donc en fait, je vais venir tirer des fils et le placer à peu près au milieu de mon circuit. Histoire d'avoir un autre endroit où je peux obtenir de la lime. Faire pareil pour la masse. Par convention, je vais toujours garder la masse en dessous de l'alimentation positive. Comme ça, je me gourre pas. Donc là, j'ai mes 2 pistes d'alimentation. Ensuite, à cet endroit-là, je vais avoir une résistance de 680K. Donc je suis en train de démonter progressivement ma breadboard pour revenir sur ma plaque de soudure. Donc ma 680K, elle va à la masse. Faut pas se gourer, hein, c'est plus 9 volts, c'est la masse. Alors les transistors au germanium, c'est quand même pas mal fragile comparé aux transistors au silicium. Et heureusement, lorsque j'ai récupéré ces vieux transistors, ils avaient déjà leur support de protection pour la chaleur, pour éviter de les cramer quand on soude. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais les garder tout simplement. Et je vais éviter de les cramer quand on soude justement. On va pas commencer à casser nos transistors. Alors regardons un petit peu. Moi j'ai ça. Donc toi... Alors, l'émetteur est toujours repéré hein, sur les transistors. Ici on a une espèce de petite languette. Je sais pas si on le verra bien sur la vidéo. Faut qu'il décide de la zoomer aussi à un moment. Pas hyper pratique ce truc. Hein. Voilà. Donc on a une petite languette à cet endroit-là. Ça repère en fait tout simplement l'émetteur qui se trouve du coup sur cette pin là. Ensuite on a émetteur, puis base, et puis collecteur de l'autre côté. Voilà, je vous remets en zoom normal. Hop, lui je voulais l'utiliser en deuxième, c'est lui que je voulais utiliser en premier. Enfin, émetteur, base, collecteur. Donc mon émetteur ça va aller très vite. On va faire ça. Donc là on voit que sur ce circuit, l'émetteur là il va être connecté à la base du deuxième transistor mais aussi aux 9 volts du coup par une résistance de 10K. Donc je vais placer mon transistor quelque part par là je pense et je vais venir tirer les fils qu'il me faut à ces endroits là. Hop. Donc plutôt ici histoire de me garder un tout petit peu de marge. Là j'ai 3 pins à souder à la fois donc je vais utiliser mon étain qui est assez rigide pour faire une courbe en fait. Je vais venir très rapidement chauffer ma pâte et la souder. Au moins un tout petit peu juste que le transistor se casse pas la figure. Ensuite je vais venir souder les autres et repasser sur la première pâte. Notre transistor est soudé, on n'a pas mis trop de temps sur chacune des pâtes donc il devra encore fonctionner, j'espère. Voilà, donc on a base reliée à cet endroit-là, c'est bon. Donc le collecteur a de quoi le stabiliser ici avec la capa de 220 picofarad. Donc on stabilise le montage en fait avec cette capa. Je vais venir la placer entre le collecteur et la base. Ça c'est bon, il me faut 10 kOhm de l'émetteur jusqu'au 9 volts.
Je dois l'avoir quelque part par là sur mon circuit. Ouais. Donc l'émetteur maintenant, chez moi c'est 9 volts. Donc je vais venir tout simplement placer ma résistance. Pas du collecteur, on a dit, hein, de l'émetteur. Donc de l'émetteur ici. Au 9 volts là. J'ai la place de le mettre et c'est du plastique ici, donc je vais pas avoir de court-circuit ou quoi que ce soit. Tant mieux d'ailleurs. J'ai peut-être même la place, voilà, de la ranger à l'horizontale. Ces petits montages que je fais pour moi, c'est aussi l'occasion pour moi de me débarrasser des composants que j'ai depuis longtemps. Donc que ce soit ces transistors ou les capas de 100 nano, ce genre de choses. Donc ça me permet de les utiliser, c'est plutôt pratique. On a ici cette partie-là du montage qui est faite. Ici, les deux collecteurs sont connectés ensemble. Donc en fait, je vais venir placer mon deuxième transistor là. Il va falloir que je lui mette des track cuts aussi. Donc je vais le placer un peu plus loin. Donc mon émetteur va être connecté avec deux composants au 9 volts. Donc je vais pouvoir les placer ici. Alors j'ai une capa. Attention au sens cette fois-ci, hein. Vu que les capas sont avec un moins pour les repérer, comme ici, le moins va aller du coup sur le côté le plus négatif. Donc il faut la placer à l'envers comparé à ce qu'on pourrait placer dans des transistors, enfin dans des circuits avec des transistors NPN comme on les voit d'habitude. Donc ici le moins va sur l'émetteur. Ok, juste à côté j'ai la place de placer ma résistance, donc je vais garder un peu de marge. J'ai ça, je vais venir placer une résistance. Alors je préfère garder cette résistance de côté puisque c'est une 1,5 watt au carbone, celle-là. Je vais venir placer plutôt une quart de watt en métal pour garder un niveau de bruit, on va dire, cohérent et surtout un meilleur look, même si l'apparence de cette résistance n'est pas terrible. C'est une petite résistance chinoise que j'ai achetée par paquet de 1000 et ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça, mieux vaut acheter en fait des résistances de meilleure qualité. Bon, même si ça change rien dans les résultats, hein. Vaut mieux en acheter de meilleure qualité, mais avec des pattes qui sont pas aussi fines que celles-là. Donc ici notre émetteur est correctement connecté. Notre base par contre elle est court-circuitée, donc il faut que je fasse un cut. Voilà. Je fais un cut pour pas que la base se retrouve balancée sur le 9 volts directement. Et j'ai un autre cut à faire, c'est après ici. Faut pas que l'émetteur soit envoyé à la masse non plus. Vraiment, j'essaie de retracer chaque routage dans ma tête pour voir où est-ce que ça va, etc. Dernière étape, les deux collecteurs sont reliés ensemble. Alors, je ne vais pas oublier de relier les deux bases aussi, ça sera fait. Hop, on va prendre un petit jumper. Je vais relier ma base que j'ai là à l'émetteur du transistor du dessus. Donc ça sera là. Et les deux collecteurs étant déjà reliés ensemble, on les reliera ensuite à cet endroit-là avec une résistance de 10K jusqu'au 0 volts. Du coup, je commence à manquer un petit peu de place, ce qui est dommage. Donc il me reste juste 7 10K à réussir à placer correctement. Donc je crois que ça c'est le collecteur. Là je me suis pas super bien débrouillé, il me manquerait en fait une petite place ici pour mettre cette résistance. Mais bon, on va se débrouiller. D'ailleurs c'est relié à la masse. Ah, alors si c'est relié à la masse c'est différent, je vais peut-être pouvoir me la... Voilà. J'ai ici un emplacement que je peux utiliser à la masse. Maintenant que tout ça c'est fait, on peut passer à la deuxième partie du circuit. Ici c'est un peu particulier, on a un potard à placer. Donc lui, je vais lui laisser la place de se mettre en dehors du circuit. Et je le remettrai qu'à la fin en fait. Donc ici, on va avoir du collecteur à quelque part le potentiomètre de fuzz. Donc en fait je vais le mettre ici. Je vais laisser juste un cran pour pouvoir se placer à cet endroit là. On est à la moitié du circuit. Wouhou!
On est à ce point-là. Donc le potentiomètre de fuzz, je viendrai le placer après. Je vais continuer à cet endroit-là par le reste en fait du circuit. Je vais faire cette fois-ci de droite à gauche au lieu de faire de gauche à droite. Hein. Ça sera quand même plus pratique. Donc, de toute façon, il reste plus grand-chose. Hein. Je veux dire, sur cette plaque-là, je peux utiliser les pistes restantes. J'ai plus de soucis de masse ou quoi que ce soit. Hop. Alors, potentiomètre de fuzz, je m'en sers plus ici. Oh, qu'est-ce que je viens de mettre là? Petite erreur, j'ai utilisé un potentiomètre de 10 nano au lieu d'un potentiomètre de 22. Pardon, de 100 nano au lieu de 220 nanofarad. Donc je vais dessouder celui-là gentiment. Je l'ai pas pris du bon endroit. Hop. Et oui, ça arrive les erreurs, surtout qu'on fait le montage un peu à l'arrache comme ça en direct. Je cherche dans mon tiroir de la tresse et je vais dessouder les pistes. Aussi, petite indication, n'achetez pas votre tresse sur Amazon. Celle-là, c'est vraiment de la merde. Achetez plutôt sur Farnell ou des sites que vous connaissez bien, quoi. Enfin, des sites dédiés à l'électronique. Qu'on en est à cette partie-là du circuit à réaliser. Ici, j'ai ma masse. Je vais me faire une deuxième ligne de masse juste en dessous, en fait. Parce que j'ai besoin d'avoir de la masse de ce côté-là. Ah non, c'est plus 9 volts qu'il va me falloir. Et bon, on va mettre plus 9 volts. Je patch en fait au fur et à mesure mes alimes. D'habitude j'aime bien garder quand même peu de pistes d'alimentation et ça marche bien, mais vu que là j'ai pas prévu plus que ça ma construction, je fais un peu comme je veux. Et puis de toute façon c'est ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous allez me critiquer là? Je fais ce que je veux. Mon alimentation qui arrive là. Ensuite on place notre diode au germanium. Alors celle-là, achetée sur Taida Electronics, c'est un enfer. Les barres ici, c'est en fait l'anode et pas la cathode comme dans toutes les autres diodes. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, malheureusement. Donc bah ça va aller. Du côté du retour du potentiomètre de fuzz, quelque part par là. Il va falloir placer notre transistor également. Cette fois-ci je l'ai ici. Émetteur à la masse, pardon, émetteur au 9 volts, comme d'habitude je me trompe. C'est vrai qu'on s'y fait pas trop. C'est mieux parfois quand même de réécrire intégralement le schéma. Donc l'émetteur c'est au 9 volts. J'utilise les bouts de pâte de composants que j'ai coupés pour me faire des patchs. Ah, je peux pas l'utiliser là, je suis bête. Parce que j'ai coupé de l'autre côté, donc je ne peux pas l'utiliser. Hop, on va doucement le ressortir et le placer de l'autre côté. Donc si le circuit marche du premier coup, c'est nickel. Si le circuit a des soucis, on passera à l'audioprobe ou l'oscilloscope carrément. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise ce petit outil merveilleux pour trouver où se trouve la panne. Donc en fait, on démarre à l'entrée et on suit le signal qu'on injecte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est tout. Et une fois qu'on sait où est-ce que le signal disparaît, ben on sait où est notre problème. On sait pas la cause, hein, pas toujours. Mais on sait potentiellement d'où il vient, quoi. Hop, je recoupe une piste, parce que l'émetteur est connecté, c'est bon. Ah, alors, petite subtilité, faut pas oublier cette résistance-là. Ça m'est arrivé la première fois, et en fait, elle est hyper importante. Parce qu'on a un plomb diviseur de tension, à cet endroit-là. Donc il faut que je le réalise avec deux résistances de 10K, que j'ai là. Ça va être entre le plus et le moins. Là, du coup, on a une piste ici qui sera à la moitié, donc 4 volts à peu près. La moitié d'alimentation. Voilà. On vient y connecter notre résistance de 18K, qui part du collecteur et qui va jusqu'ici.
De ce point milieu, on va avoir les basses. Du collecteur, on aura les aigus. Donc je vais venir placer les deux trucs que je veux ici. Donc j'ai... Bon, j'ai 2,7 nano. Est-ce que j'ai pas plus proche quand même? Dans mon tas de kappa bizarre. Non, j'ai que du 2,7. Pas des petits 2,2 qui se baladent. Alors tous les blancs qui sont là, c'est des 2,2, mais j'aimerais bien rester cohérent avec ce que j'ai ici. Mine de rien, j'aurais même pas dû mettre cette capa là. Je voudrais garder tout ça en capa verte. Parce que c'est des capas que j'avais acheté en vrac. Et tant qu'à faire, autant les utiliser. Ah, tant pis, ça sera 2,7. Hein. Donc on a nos deux points, on va venir prendre treble basse. Il manque quand même la capacité de... pardon, la résistance de 10 kOhm qui vient se connecter cette fois-ci à la masse, effectivement. On va avoir treble basse et volume. Donc treble et basse, on va venir le prendre là. Voilà, donc treble et basse, on viendra mettre 3 fils ici pour le prendre. Donc j'aurai fuzz par là, treble basse ici et volume en dessous. Donc volume, je disais que je voulais une résistance de 100K plutôt pour pas trop casser mon signal, pas trop perdre en volume justement. Et la sortie, je la prendrai directement. Je ne sais même pas si je la mettrai là-dessus. Enfin, là on a notre circuit qui est terminé, notre base. Pouvoir couper les pistes qu'il y a ici. On va placer les potentiomètres. Alors, ça c'est des lampes électroniques. Potentiomètre. Volume c'est 100K. Hop. Fuzz c'est 100K. Alors a priori tout est linéaire, mais moi je vais mettre du logarithmique pour fuzz et volume pour avoir un truc un peu plus progressif. Mais par contre pour treble et basse, on va effectivement mettre un potentiomètre de 100K linéaire. Parce qu'on veut vraiment un mélange continu entre les deux. Commencer par le potentiomètre de fuzz. J'ai besoin que de deux connexions pour le potentiomètre de fuzz, donc c'est celle à droite et celle au milieu. En fait, il est juste, c'est juste une résistance variable. C'est câblé comme une résistance variable. Je mets les deux papates. Potentiomètre de fuzz, il vient se placer entre là et là. Qu'importe son sens, vu que c'est qu'une résistance variable, on s'en moque. Voilà, donc un peu tard déjà de placer. Je vais mettre le deuxième là et le troisième par là, je pense. Hop. On passe au potentiomètre treble basse. Donc la tonalité qui cette fois-ci nécessite 3 fils. Donc je les fais volontairement assez courts, les fils. Parce que si je commence à mettre trop de longueur de fil dans ma petite boîte, ça va faire des oscillations dans tous les sens. C'est même pas dit que ça en fasse pas avec des fils courts. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir des circuits où carrément c'était le layout qui était en cause. Et bah là, pas trop le choix, faut recommencer. Alors, je veux pas de court-circuit entre mes pistes non plus. C'est un petit peu trop d'éteint à cet endroit-là. Deuxième potentiomètre qui est câblé. Voilà, il me reste que le potentiomètre de volume. Alors
Alors l'image, quand même qu'il faut que je le précise, hein, l'image du circuit, je l'ai tiré du site La Révolution 2, qui est absolument excellent d'ailleurs, où il y a l'histoire, des schémas, des layouts, il y a à peu près tout, sur tout plein de pédales d'effet. Donc c'est même des amplis d'ailleurs, c'est plutôt un très bon site, je vous le recommande. C'est en anglais par contre. L'objectif de la chaîne Analog is not dead, même si le nom reste en anglais, c'est quand même de faire des vidéos en français. Et voilà, les potentiomètres sont désormais installés. L'étape suivante, c'est de mettre entrée-sortie et de tester pour voir si ça fonctionne. Donc ça, il faudra que je vois comment je le place. Certainement comme ça. J'aimerais bien les mettre en triangle sur mon boîtier, avec des capuchons de potard style chicken head, donc tête de coq, j'imagine, tête de poulet. Et avoir un truc un peu vintage dans l'esprit, donc d'où le boîtier que j'ai choisi. Voilà, donc ça m'a l'air correct, tout a l'air correctement placé. On va mettre 2 fils, plus long cela, un pour l'entrée, un pour la sortie. Et du coup la lime, 2 fils rouge-noir. Il faut vraiment en avoir qui sont un peu précablés avec un peu de chance, non. Alors, du coup, vu que j'ai plus de fil noir, on va faire avec du fil bleu. Je préfère les tortiller pour que ça soit plus joli. On va pouvoir tester ça. On va placer sur la plaque de test. On va pouvoir vérifier que ça fonctionne bien. Et sinon, trouver d'où vient la panne. Bon, quand même, vu que c'est exactement le même circuit que ce que j'avais tout à l'heure, ça devrait fonctionner sans trop de soucis. Voilà, ça c'est la plaque de test que j'utilise. Ça va juste bien s'installer. Donc il va y avoir beaucoup de craquements parce que c'est pas de la haute qualité. Il y a des faux contacts un petit peu partout, c'est pas terrible. Pour alimenter tout ça, je vais utiliser une pile d'abord. Déjà j'ai pas de court-circuit, sinon ça se serait éteint. C'est pas mal. On va allumer un ampli. Et on va chercher la guitare. Elle n'est pas du tout accordée, tant pis. Alors. Ah, j'entends du fuzz. Alors, on perd pas mal de volume, j'ai l'impression, ce qui est assez étonnant. Est-ce que j'ai le volume au max? J'ai le volume au max. Déjà le potentiomètre de fuzz, on va voir s'il marche. Ouais, il marche bien. Le potentiomètre treble basse ne fait rien du tout. Donc là, il va falloir regarder ce qui se passe. Le potard de volume, lui, marche, a l'air de marcher à peu près correctement quand même. Alors, regardons ce qui ne va pas.
Donc, première chose, je repère une erreur. J'ai le potentiomètre de volume câblé sur 9 volts et pas sur ma masse. Donc on va le retirer. Je me suis juste trompé d'une ligne. Mais cette ligne est suffisante déjà pour certainement couper du son. Hein. Parce que l'ampli du coup se prend 9 volts dans la figure. Il n'est pas du tout prévu pour ça. Donc il n'est pas content. Je vais repasser un coup de fer à souder. J'ai foutu mon étain. Hop, en dessous bien entendu. Voilà. Donc déjà il y a une erreur. En même temps je l'ai construit un peu vite la pédale. Cette fois-ci c'est bon, c'est connecté à la masse. Donc on va voir si ça change quelque chose. Pareil pour le potentiomètre treble basse, je veux voir si rien que corriger ça, ça ne permet pas de le refaire fonctionner. Ah, bah déjà niveau volume. Ouais, c'est bon, déjà le volume refonctionne. Du coup, on va baisser le volume de l'ampli. Et voilà. Deuxième raison pour laquelle le treble bass ne fonctionnait pas. Ici, je me suis gouré de lignes encore. Donc en fait, je prends mon signal ici, aux bornes de ce condensateur. Donc ça sert à rien, ça ne sert absolument à rien. Et en plus, je balance du courant continu dans mon circuit. Donc c'est pas terrible. Deuxième erreur, donc je vais redécaler ces fils là. Comme quoi, il faut vraiment faire gaffe. Hein. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait attention là où je soudais mes fils. C'est ce qui est un peu dommage du coup. Ça fonctionne. Ok, donc là j'ai basse minimum. Enfin maximum de basse, pardon. Ensuite maximum d'aigu. Position à peu près centrale. Si je baisse le fuzz au minimum. Et au maximum. Bon bah ça fonctionne tout ça. Super, on va pouvoir passer à la mise en boîtier du coup. Bon, comme la vidéo fait 40 et quelques minutes et que honnêtement j'ai pas pris le temps et le soin de correctement percer ce boîtier, je préfère vous la passer en accéléré, pas en entière, et sauter directement jusqu'au son parce que finalement c'est pour ça que vous êtes là et pas pour me voir rater des perçages.